On va donc pouvoir... Merci beaucoup. La parole. Merci pour votre invitation. Mon intervention portera sur les bobards. Alors non pas que je vous raconte beaucoup de bobards dans la soirée, je vais essayer de vous en raconter quelques-uns, mais pas trop. Et bobard est une traduction qui est proposée pour un mot en anglais qui est le mot fake news. Et donc vous avez entendu que les bobards sont apparus dans l'actualité principalement au moment des élections américaines, puisque un certain nombre de fausses nouvelles, de bobards, se sont répandus sur les réseaux sociaux pendant la campagne électorale américaine, et certaines personnes ont même pensé que l'élection de Donald Trump était due, en partie au moins, à la diffusion de fausses nouvelles, ou bien des fausses nouvelles sur Hillary Clinton, ou bien des fausses nouvelles sur Trump lui-même. Et donc certains, partant de cette hypothèse selon laquelle c'était les réseaux sociaux qui avaient fait basculer l'élection américaine, en ont déduit que la technologie et la démocratie étaient des systèmes antagonistes, et qu'il n'était pas possible de vivre dans un monde qui soit à la fois technologique et démocratique. La technologie était une menace pour la démocratie. Donc ce sont des arguments qui sont allés assez loin, puisque en gros, si le monde va mal, c'est la faute des ordinateurs, et donc c'est une manière un peu caricaturale, mais pas trop caricaturale malheureusement, de décrire ce point de vue. Il y a eu un certain nombre de propositions de réaction, et une réaction qui nous concerne dans notre beau pays, qui est la proposition d'une loi qui est en cours d'élaboration, une loi contre les bobards. Donc, quand on a un problème, il y a diverses manières de le résoudre, et une manière de le résoudre, c'est de voter une loi. Et donc, nous allons bientôt avoir une loi qui va nous protéger des fausses nouvelles, qui va nous protéger des bobards, qui va nous protéger des fake news. Et donc, c'est une question qu'on peut se poser, qui est: est-ce que la loi est le bon outil pour éviter la propagation des fausses nouvelles? Alors, quand on est face à un phénomène social comme celui-ci, il y a une question qu'il faut d'abord se poser. C'est la première question, c'est: est-ce que des fausses nouvelles, il y en a spécialement sur le web, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. Ou est-ce qu'il y en a aussi ailleurs? Et ça nous aide à comprendre ce que sont ces fausses nouvelles. Il y a une deuxième question, alors ça c'est la question dans l'espace, et puis il y a la même question dans le temps. Il faut se poser la question de savoir si des fausses nouvelles, il y en a depuis 5 ans, depuis 3 ans, ou depuis 30 ans, ou depuis 100 ans, ou depuis 3000 ans, ou depuis 40 000. Donc c'est une question qu'il faut se poser. Et ça n'empêche pas, même si on arrivait à la conclusion qu'il n'y a rien de nouveau, il faut quand même se poser la question de la manière dont ces fausses nouvelles, ces bobards ont changé, c'est-à-dire, même s'il y avait des bobards il y a 100 ans, peut-être qu'il y a des choses différentes aujourd'hui qui font que ces bobards peuvent être, même si c'est les mêmes qu'il y a 100 ans, plus nuisibles. Et puis il y a une autre question qu'il faut se poser, c'est quels sont les outils que nous avons pour nous en protéger? Et puis il y a une question qu'il ne faudra pas éluder, parce que c'est une question importante qui nous renvoie à nous-mêmes. Est-ce que nous avons vraiment envie de vivre dans un monde sans bobards? Et ça, c'est une question qui pourrait être la question préliminaire à toute cette réflexion. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de gens parmi nous qui sont finalement très heureux de vivre dans un monde où la notion de vérité n'existe plus? Alors c'est ce qu'on appelle parfois un monde post-vérité, mais je vais essayer d'éviter les mots un peu ronflants comme celui-ci. Alors d'abord, je me suis posé cette question de savoir si on racontait des bobards ailleurs que sur les réseaux sociaux. Et alors ma réponse c'est oui, et je vais vous donner un exemple. Tu as rappelé que j'écrivais une rubrique dans Pour la science, et d'ailleurs je vous dis que si vous voulez lire toutes les rubriques d'un coup sans acheter tous les numéros de Pour la science, les éditions Le Pommier ont fait un recueil des 42 premières chroniques que j'ai publiées. Et donc il y en a une où je m'étais posé la question de savoir comment le fait d'écrire avec un traitement de texte permettait de changer les techniques et les méthodes d'écriture. Bon, c'est pas ce dont je vais vous parler
parler ce soir. Mais je cherchais, pour conclure ma chronique, une jolie phrase qui disait que quand on écrit au traitement de texte, eh bien, on a une possibilité de retarder la définition précise du projet quasiment jusqu'au moment de terminer le texte. C'est-à-dire, on peut toujours dire à 5 minutes de la fin, bah, finalement, la partie 2, j'intervertis avec la partie 3, et puis je vais mettre la conclusion au début, puis je vais mettre l'introduction à la fin. Ça, c'est juste des copier-coller qui sont assez faciles à faire. Après, bon, alors, le texte qu'on obtient n'est pas forcément tout à fait cohérent, mais ça, c'est une autre question. Mais cette possibilité de recomposer le texte jusqu'à la dernière minute, je cherchais une citation pour illustrer ce point. Bon, puis j'en trouvais pas, et puis je suis allé dîner dans une pizzeria, et juste en face de moi, dans cette pizzeria qui était assez mal décorée, il y avait une carte postale, il y avait des cartes postales partout avec des citations d'Einstein, de Jarry, etc. Et il y avait une citation de Picasso qui disait « Si on savait vraiment ce qu'on va faire, à quoi bon le faire ?» Je me dis, c'est exactement ce que je cherchais. Donc je filme ma pizza, je rentre chez moi, je lance un navigateur, je lance un moteur de recherche, je tape la phrase de Picasso, si on savait vraiment ce qu'on veut faire, à quoi bon faire. Et je trouve plus de 2000 citations de cette phrase sur le web. Bon, donc je me dis, ça va, je suis à peu près sûr que Picasso a dit cette phrase. Et il y avait, donc ça c'était en utilisant le moteur de recherche, et puis en regardant dans une librairie, alors pas une librairie, une bibliothèque en ligne, une bibliothèque qui a des manuscrits, des PDF et des livres imprimés qui sont assemblés, qui s'appelle Google Books. Eh bien, vous pouvez chercher une phrase dans Google Books. Et donc j'ai cherché cette phrase et j'ai trouvé plus de 7 livres qui la mentionnent, dont un dictionnaire des citations qui est recommandé aux étudiants en littérature qui veulent écrire une dissertation. Il y a des dictionnaires de citations qui leur permettent d'écrire de lire une dissertation. Et c'est la référence du livre du dictionnaire de citations. Là, je peux vous les donner à la fin si vous voulez, je ne vais pas citer tout. Et donc je me dis, bon voilà, j'ai à peu près une phrase authentique. Et simplement, je ne trouvais pas l'original, c'est-à-dire dans Google Books, j'aurais dû trouver le bouquin de Picasso où Picasso avait dit ça. Bon, alors je commence à regarder un petit peu sur les pages web, et là je trouve une citation, et donc Picasso aurait dit ça dans un article qui s'appelle « Conversation avec Christian Zervoz », et qui a été publié dans une revue un peu confidentielle qui s'appelait Revue d'Art, qui est une espèce de revue d'art, j'imagine, en 1935. Bon, et puis je me dis, voilà, il faut quand même que je fasse mon travail sérieusement, et donc je vais à la bibliothèque, je mette la main sur cette revue et que je trouve la citation exacte. Donc ça, c'est ce qu'on a appris à l'école, que quand on fait une citation, il faut aller à la bibliothèque et il faut savoir ce qu'on cite. Et alors, c'est pas de la tarte, parce que ce truc est un journal, en fait, qui n'est pas vraiment un livre, qui est un périodique. Les périodiques sont moins bien archivés que les livres. Bon, j'ai fini par trouver un exemplaire de cette revue à la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui est une bibliothèque qui est à Paris en face du Panthéon. Mais là, elle était dans la réserve de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Donc il a fallu qu'un archiviste aille chercher le livre, j'avais à peine le droit d'y toucher, il fallait donner des gants, etc. C'était un livre assez précieux. Et donc d'abord, la première nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'article qui s'appelle Conversation avec Christian Zervoz dans ce journal, dans ce numéro. Bon, en revanche, là je coupe un peu les cheveux en quatre, parce qu'il y a un article qui s'appelle Conversation avec Picasso, et qui est écrit par Christian Zervoz. Ça doit être celui-là. Et je l'ai lu, et il n'y a pas du tout la phrase qui est citée 2000 fois sur le web, 7 fois dans des livres, un tour dans le dictionnaire de citation. En revanche, il y a une phrase de Picasso qui dit à peu près la même chose, et qui dit ceci, qui dit « Le tableau n'est pas fixé d'avance, au fur et à mesure qu'on le fait, il suit la mobilité de la pensée. » Vous voyez, c'est un peu la même idée, mais enfin, de passer de cette phrase à « si on savait ce qu'on va faire, à quoi bon le faire », il y a quand même une certaine distance, et même si on peut dire qu'il y a une certaine parenté entre les deux phrases, on s'aperçoit qu'il y a dans des livres qui sont imprimés, qui sont conservés précieusement dans les bibliothèques, énormément de citations qui sont fausses, alors que c'est pas si compliqué que ça. Pour un prof de littérature qui écrit un dictionnaire de citations, c'est pas si compliqué que ça
de faire un peu mieux que de recopier ce qu'on trouve sur le web et d'aller aux sources. C'est normalement ce qu'on nous apprend à l'université à faire. Bien, donc ça répond à la question, est-ce qu'on dit les choses fausses ailleurs que sur les réseaux sociaux? Et la réponse est ici. Alors après, on peut se poser la deuxième question, est-ce qu'on dit des choses fausses depuis récemment, depuis que les réseaux sociaux existent, ou est-ce qu'on a dit des choses fausses par le passé? Et donc là, j'ai trouvé un deuxième exemple. Alors si vous êtes des amis de la liberté d'expression, ce que j'espère, vous avez sans doute déjà dit, avec une voix tremblante, sous le coup de l'émotion, je ne partage pas ce que vous pensez, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez l'exprimer. Et vous avez attribué vraisemblablement cette phrase à un philosophe français du XVIIIe siècle qui s'appelle Voltaire. Alors, il s'avère que Voltaire n'a jamais écrit cette phrase, et la première occurrence de cette phrase est dans une biographie de Voltaire, qui est écrite par qui est quasiment la biographe officielle de Voltaire, qui est une prof de littérature qui s'appelle Evelyn Hall, et qui a écrit cette phrase en 1906. Et alors, on sait à peu près que c'est elle qui l'a inventé, on a plusieurs manières de le savoir. D'abord, il y a des gens qui ont lu tout Voltaire. Bon, vous êtes peut-être plus addict comme tout le monde, et peut-être même addict et Candide, mais il y a des gens qui ont lu tout Voltaire, y compris sa correspondance, etc. C'est leur métier. Et donc, eux ont assez tôt exprimé une espèce de doute sur le fait que cette phrase était quelque part dans Voltaire. Ensuite, Evelyn Hall semble dire qu'elle vient de la correspondance d'une lettre qui est écrite par Voltaire à un destinataire particulier. Et cette lettre, elle est publiée dans les œuvres complètes de Voltaire, et on peut lire la lettre, donc elle fait que 2 pages, et donc on voit que Voltaire n'a pas écrit ça dans cette lettre-là, en tout cas. Et puis on a un troisième moyen de le savoir, c'est que Evelyn Hall a reconnu 30 ans plus tard, elle-même, avoir inventé cette phrase, et elle a écrit un article qui s'appelle « Voltaire ne l'a jamais dit », et dans lequel elle fait une espèce d'amende honorable en disant que c'est elle qui a inventé cette phrase, et que, en toute éthique, elle n'aurait pas dû la mettre entre guillemets. Donc ce qui est vrai. Donc on s'aperçoit qu'en 1906, eh bien, on aimait déjà attribuer à Voltaire des phrases qu'il avait jamais dites. Alors on peut se poser la question de la raison pour laquelle il y a comme ça autant de choses fausses qui sont dites. Et ici, il faut un petit peu comprendre ce qu'est un langage. Et un langage en particulier, que les langues que nous employons, comme le français ou l'anglais ou quoi, ont une capacité qui est la capacité d'énoncer des phrases justes, des phrases vraies, mais aussi la capacité d'énoncer des phrases fausses. Alors, par exemple, je peux dire « Aujourd'hui, nous sommes à Morlaix », c'est une phrase juste, et je peux dire « Aujourd'hui, nous sommes à Lannion », et c'est une phrase fausse. Et donc, le langage lui-même permet d'exprimer des phrases fausses. Et on ne peut pas imaginer un langage dans lequel on ne puisse exprimer que des phrases vraies. Donc il faut avoir ça en tête, c'est que le langage, en particulier les langues humaines, comportent toute une construction qu'on appelle la négation, et qui permet de transformer une phrase vraie en une phrase fausse et une phrase fausse en une phrase vraie. Donc par exemple, si on parle d'une phrase vraie comme « je suis à Morlaix aujourd'hui », et que vous rajoutez une négation, vous obtenez « je ne suis pas à Morlaix aujourd'hui », et cette phrase est fausse, si la première était vraie. Et si vous rajoutez une deuxième négation, vous dites qu'il est faux que je ne suis pas à Morlaix aujourd'hui, vous obtenez à nouveau une phrase vraie. Et donc comme ça, vous voyez qu'il y a autant de phrases vraies que de phrases fausses dans la langue, puisqu'à chaque fois qu'on a une phrase vraie, on peut fabriquer une phrase fausse en rajoutant une négation, et à chaque fois qu'on a une phrase fausse, on peut fabriquer une phrase vraie en rajoutant une négation. Donc cette idée que parce que c'est écrit, parce que c'est dit, parce que c'est formulé dans un langage, c'est nécessairement vrai, et a fortiori des idées encore plus idiotes que parce que c'est sur Internet, ou c'est sur le web, ou c'est sur les réseaux sociaux, c'est forcément vrai. Bien, ce sont de fausses idées, et il est vraiment important de garder en tête le fait que c'est pas parce que quelque chose a été dit que c'est nécessairement vrai. Et en mathématiques, on nous apprend une chose, c'est qu'on peut dire des choses vraies et des choses fausses, mais qu'il n'y a que des choses vraies que l'on puisse démontrer. Et donc ça veut dire que quand on a une personne qui nous dit que Picasso a écrit une certaine phrase, il y a une procédure qui nous permet de savoir si cette chose est vraie ou fausse.
Et cette procédure, elle peut être plus ou moins complexe, elle peut être différente en fonction de la nature de la phrase, mais elle existe toujours. Alors, si nous avons un énoncé mathématique, par exemple 2 et 2 font 4, nous prenons un énoncé plus compliqué, le carré de l'hypoténuse est la somme des carrés du côté du triangle rectangle, eh bien, il y a une procédure qui permet d'attester la vérité de cet énoncé, qu'on appelle une démonstration. Et le livre que tu as cité, Les métamorphoses du calcul, insistait sur le fait qu'il y a un certain nombre d'énoncés en mathématiques pour lesquels on n'a pas besoin de démonstration, parce qu'il y a une autre méthode de vérification de la vérité, qui est d'utiliser un algorithme. Et par exemple, si on prend la première phrase que vous avez citée, la première énoncé 2 plus 2 est égal à 4, et bien là, il n'y a pas besoin de démonstration. En revanche, il faut connaître l'algorithme de l'addition pour faire l'addition 2 plus 2, et on s'aperçoit qu'on obtient le résultat 4. Mais ça, c'est seulement deux conditions de vérité d'un énoncé qui sont propres aux mathématiques. Si vous pensez qu'il y a des satellites qui tournent autour de Jupiter, il y a une autre procédure de vérification qui consiste à prendre une lunette, à l'orienter vers Jupiter, à mettre votre œil du petit bout de la lunette et à observer si vous voyez des satellites ou non. Alors si vous en voyez, vous avez une espèce de preuve, qui n'est pas une preuve mathématique, mais disons qui est une évidence qu'il existe des satellites. Et si vous n'en voyez pas, vous ne savez rien, parce qu'il se peut que les satellites soient trop petits, et que la résolution de votre lunette ne soit pas assez bonne, ou que par un manque de temps, ils soient tous cachés derrière Jupiter au moment où vous faites votre observation. Mais il y a un moyen, si vous voulez convaincre les gens qu'il y a des satellites qui tournent autour de Jupiter, il y a un moyen qui est de leur proposer une expérience. Il faut que cette expérience soit reproductive, ou une observation, et l'observation elle-même doit aussi être reproductive, et donc, de cette manière, de s'assurer que la phrase est vraie. Alors, ce n'est pas le seul moyen que nous avons de nous assurer que la phrase est vraie. Par exemple, quand on nous dit que quelqu'un a dit quelque chose, ou que quelqu'un a écrit quelque chose dans un certain livre, nous avons une procédure de vérification qui consiste à aller à la bibliothèque, à chercher le livre, à lire le livre par nous-mêmes, et à voir si cette phrase se trouve dans le livre ou non. Et ça, c'est un moyen assez facile de détecter les fausses nouvelles qui nous arrivent sur les réseaux sociaux. Si on nous dit, voilà, Macron a dit que blablabla, si on nous dit juste ça, c'est pas vérifiable. Si on nous dit Macron a dit que blablabla dans un discours qu'il a tenu à tel endroit, à tel jour, à tel endroit, à ce moment-là, nous avons la possibilité de rechercher, si possible par plusieurs sources indépendantes, l'original de son discours et de voir s'il l'a dit ou s'il l'a pas dit. Et donc, pour les choses imprimées, c'est plus facile que pour les choses qui sont purement orales, pour les discours qui sont purement oraux. Mais dans un cas comme dans l'autre, on a souvent un moyen de tirer par soi-même la conclusion, de savoir si ce qu'on a entendu est vrai ou pas. Alors, ça nous amène à une question qui est la question de la nouveauté. Donc, nous avons vu que la nature même du langage est de pouvoir exprimer des choses fausses comme des choses vraies. Nous avons vu qu'il y a eu des menteurs depuis toujours. Nous avons vu qu'il y a des menteurs partout. Il y en a sur les réseaux sociaux, il y en a aussi ailleurs. Et est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau avec les réseaux sociaux qui justifierait que nous nous posions cette question aujourd'hui? Alors il semble qu'il y ait deux choses qui soient nouvelles. La première, ça je ne vais pas vous surprendre, c'est que les informations vont beaucoup plus vite sur les réseaux sociaux. Donc quand Evelyn Hall écrivait dans un livre tiré à quelques centaines d'exemplaires que Voltaire avait dit quelque chose qu'il n'avait pas dit, elle n'infectait par la fausseté de sa phrase qu'une centaine, ou 200 ou 1000 lecteurs, et c'était pas une vague qui recouvrait la planète de mensonges et de fausseté. Et alors ça, c'est vrai que les réseaux sociaux permettent de couvrir une surface qui croît exponentiellement avec le temps, puisque le principe des réseaux sociaux qui est que si vous avez une information, vous pouvez la diffuser à vos amis ou à vos suiveurs qui sont en nombre n, qui eux-mêmes peuvent la diffuser à leurs amis et à leurs suiveurs qui, du coup, sont en nombre n carré, et qui eux-mêmes peuvent les diffuser à leurs amis et suiveurs qui sont en nombre n cube, vous voyez qu'en juste quelques étapes
de transmission, eh bien, vous pouvez atteindre très facilement la population mondiale, et donc, quand une fausse nouvelle se répand, elle peut se répandre sur l'ensemble de la planète en moins d'une journée ou en moins d'une heure, enfin, ça va extrêmement vite. La connexion est extrêmement rapide, et surtout, il y a cette croissance exponentielle du nombre de personnes qui reçoivent la nouvelle. Alors, la croissance n'est pas tout à fait exponentielle, puisque vous avez très certainement remarqué qu'il y a une petite erreur dans mon raisonnement, c'est que si moi j'ai 10 amis et que ces 10 amis ont eux-mêmes 10 amis, ça ne fait pas forcément 100 personnes qui sont différentes, puisqu'il se peut que 2 de mes amis partagent un ami, et donc du coup il n'y a que 99 personnes qui sont infectées. Donc ça va un petit peu plus doucement que l'exponentielle que j'avais décrit. Mais ça crée un autre phénomène qui est encore pire d'un certain point de vue, c'est qu'il y a des personnes qui reçoivent l'information par 2 canaux différents. Or, il y a une idée qui est que plus l'information vous parvient par des canaux différents, plus elle est authentifiée. D'accord ? C'est-à-dire, si vous avez juste une personne qui vous dit n'importe quoi, vous êtes assez naturellement, vous vous méfiez, vous vous posez la question et vous vous dites bon, pourquoi la croire plutôt que de croire les autres. Mais si vous avez 100 personnes qui sont convaincues de la même chose, eh bien, ça vous demande un peu plus de courage intellectuel, de résister, de dire non, moi, je ne crois pas tant que je n'ai pas vérifié par moi-même. Voilà, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas 100 canaux indépendants, c'est juste la même source qui vous parvient par des canaux différents, donc la multiplication des sources n'est pas une vraie assurance de vérité. Vous vous souvenez de la citation de Christian Zerbo, de Picasso, pardon, quand j'ai lu qu'elle était sur 2000 pages web, je me suis dit quand même que 2000 personnes fassent la même erreur, ça serait quand même surprenant, mais en fait non, il n'y a rien de surprenant. C'est simplement que ces 2000 pages web se sont copiées les unes sur les autres. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'elles sont copiées les unes sur les autres, parce que la phrase qui a avant la citation de Picasso et la phrase qui a après la citation de Picasso est souvent la même. Et donc là, vous avez une manière assez simple de détecter le copier-coller. Les gens font rarement juste un copier-coller d'une citation de Picasso, ils prennent un petit peu avant, un petit peu après, de manière à être sûr qu'ils n'ont rien oublié. Du coup, le texte est un peu incompréhensible, mais c'est pas grave, c'est les charmes du copier-coller. Et donc voilà, vous voyez que, ou alors il y a peut-être une faute d'orthographe dans la citation, une fois qu'elle est répétée partout, et que là vous avez une espèce de traçabilité grâce à la faute d'orthographe de l'origine de la citation. Donc cette notion de vérification par plusieurs sources, elle est fausse. Ce qui est vrai, c'est la vérification par plusieurs sources indépendantes. Et en fait, il suffit souvent de vérifier avec une source. Si vous allez chercher le bouquin où Picasso est censé avoir écrit ça et qu'il n'était pas dedans, c'est pas grave qu'il y ait 1 million de personnes qui vous disent que c'est vrai. Vous avez par vous-même en une source un accès direct à la vérité est bien meilleur que 1000 arguments d'autorité où les gens vous disent mais si, je crois que c'est vrai qu'il l'a dit. Donc il y a cette notion de vitesse, cette notion de multiplication, et ça à nouveau ce sont des caractéristiques intrinsèques de l'information. L'information a 2 caractéristiques intrinsèques, elle va extrêmement vite, elle partage ça avec les photons, et c'est pas tout à fait la démocratisation de la parole publique. Il faut comprendre que les règles de la parole publique et de la parole privée sont tout à fait différentes. Quand vous parlez en public, vous pouvez faire perdre leur temps à toutes les personnes qui vous écoutent, et donc les personnes, par exemple, au Moyen-Âge, la parole publique était souvent, s'exprimait souvent dans un exercice universitaire qui s'appelait la dispute, la disputatio, et quand il y avait 2 grands profs, en général de théologie, qui venaient se disputer sur un point obscur d'interprétation des Écritures, enfin au moins obscur pour nous, on arrêtait tous les cours à l'université pour que tous les étudiants puissent aller assister à la controverse. Et donc, on espérait que la controverse serait un petit peu d'un haut niveau et que les étudiants n'allaient pas perdre leur temps à entendre d'autres professeurs de théologie se dire « mais ça ne m'étonne pas que tu penses ceci parce que tu as toujours été un crétin et tu es toujours sous ». Voilà. Si c'est à ce niveau-là que le débat se passe, les étudiants perdent leur temps. Voilà. Et donc, dans la disputation universitaire, dans le débat politique, eh bien, il y a un certain nombre de figures de style qui doivent être évitées, de manière à éviter que le public perde son temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Il faut éviter les attaques personnelles, les attaques ad hominem, les attaques ad personam.
Donc il faut éviter de dire, oui, mais c'est normal que toi tu penses ça, parce que toi tu es un imbécile. Ça, c'est une attaque personnelle, et donc ça, il faut l'éviter. Mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut, ou d'autres choses qu'il faut éviter. Par exemple, il faut éviter l'argument d'autorité. Et de dire, je sais que ça c'est vrai, parce que c'est moi l'expert du sujet, et cet argument qui en fait, qu'on n'est pas très loin des questions des bobards, qui consiste à ne pas donner l'explication, à ne pas donner la preuve, à ne pas donner la justification de ce qu'on avance. Et bien là aussi, ça ne fait pas évoluer, ça ne fait pas avancer le débat, puisque l'interlocuteur ne peut rien répondre. Il peut juste répondre, bah oui, je vous crois, puisque vous avez l'air très savant. Et surtout, le public, même si le public fait confiance à la personne réputée sachante, eh bien, il n'a pas progressé, il n'est pas capable de penser par lui-même, le public, puisqu'on ne lui a pas expliqué comment on était arrivé à cette conclusion, on a juste dit que quelque chose était fait. Mais il y a des choses un peu plus subtiles. Par exemple, on ne doit pas invoquer son intime conviction. Une fois, il y a une personne qui m'a écrit parce qu'elle avait démontré, cette personne, une conjecture très compliquée qui s'appelle la conjecture de Goldbach. Et donc, j'ai commencé à lui demander comment elle avait fait, etc. Bon, souvent, des savants amateurs nous envoient leurs travaux. Et alors, en général, au bout de la deuxième ligne, on s'aperçoit que ça va une queue de tête, mais là, ce n'était pas le cas. C'était une personne qui avait commencé à donner un argument assez détaillé, etc. Mais bon, j'ai essayé de la pousser dans ses retranchements, essayer de comprendre son argument. Et un argument, à un moment, la discussion s'est arrêtée, cette personne m'a dit, voilà, ça, j'en ai l'intime conviction. Et donc, le fait d'invoquer son intime conviction comme une preuve que ce qu'on dit est vrai, eh bien, c'est une figure de style qu'on ne peut pas utiliser dans la parole publique. Donc, vous voyez que c'est plus subtil que l'attaque personnelle. Sur l'attaque personnelle, tout le monde voit bien que c'est du troll. Mais que invoquer son intime conviction soit un moyen d'éviter de justifier ce qu'on dit. En général, les gens qui invoquent leur intime conviction sont plutôt des gens sincères, sont plutôt des gens qui ont envie de convaincre, ce ne sont pas des gens qui sont allés juste pour troller. Mais cependant, même s'ils ne le veulent pas, ils trollent quand même. Donc, c'est pas bien. Et comment est-ce que ça se fait que tout d'un coup, tous ces trolls sont arrivés? Eh bien, c'est une raison extrêmement simple. C'est que dans la parole privée, ces figures de style ne sont pas du tout interdites. Si vous êtes 5 ivrognes autour d'une table et que vous discutez, vous avez tout à fait le droit de vous injurier, vous avez tout à fait le droit d'utiliser des arguments d'autorité, vous avez tout à fait le droit d'invoquer votre intime conviction, vous avez même le droit de vous taper les uns sur les autres pour savoir qui a raison. Les seules personnes qui perdent leur temps, c'est vous. Donc il n'y a aucun problème à ce que vous employez ce genre de figures de style qui sont bannies de la... Voilà, donc si vous engueulez avec votre beau-frère dans un déjeuner dominical, c'est vous que ça regarde. Alors, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez vous frapper, frappez-vous. Il n'y a aucune limite à ça. Donc, tout d'un coup, il y avait des gens qui n'avaient jamais été autorisés à avoir une personne publique, à une parole publique, pardon, et qui n'avaient appris que les règles de la conversation privée. C'est tout à fait normal. Ils n'avaient pas l'occasion de parler au public. Pourquoi est-ce qu'ils apprennent à essayer des règles du débat public, et pourquoi est-ce qu'ils avaient juste besoin d'apprendre les règles de la conversation privée, qui était le seul type de conversation auquel ils avaient accès. Et tout d'un coup, on a dit à ces gens, eh bien maintenant, grâce aux réseaux sociaux, grâce au web 2.0, grâce au réseau de micro-blogage, vous avez accès à une parole publique. Mais ces gens n'ont jamais appris à utiliser la parole publique. Donc ils ont utilisé la parole publique exactement comme ils ont utilisé la parole privée. Et donc c'est pour ça qu'on trouve dans des débats qui sont liés à des articles du Monde ou à des articles du Figaro, exactement les mêmes arguments qu'on trouve dans des querelles d'ivrognes, parce que ce sont des querelles d'ivrognes qui tout d'un coup sont devenues publiques. Alors est-ce qu'il faut s'en réjouir ou est-ce qu'il faut s'en lamenter? Moi je crois qu'il faut plutôt s'en réjouir. Parce que le message c'est quand même que la parole publique maintenant est une parole qui est beaucoup plus partagée, et il faut plutôt se réjouir que beaucoup de gens aient le droit de parler, à moins qu'on préfère vivre dans une société où les gens sont bâillonnés. Si on est contre le fait de bâillonner les gens, si, comme vous n'avez pas protesté quand j'avais cité la fausse citation de Voltaire, qu'il est bien que chacun puisse s'exprimer, il est bien que tout le monde puisse s'exprimer, y compris les personnes qui n'avaient pas traditionnellement accès à la parole publique. Alors cela dit, ça a un effet secondaire qui est embêtant, qui est le fait qu'il y a des trolls,
Et il y a un deuxième effet secondaire qui est tout aussi embêtant, qui est le fait qu'il y a un certain nombre de personnes, un grand nombre de personnes, c'est-à-dire toutes les personnes, qui peuvent être à l'origine de fausses nouvelles. Et donc il ne faut pas essayer de bâillonner ces personnes. Personne ne souhaite vivre dans une société dans laquelle on bâillonne les gens. Mais il faut savoir que ces gens qui n'ont jamais compris que c'était extrêmement grave de répandre de fausses nouvelles, qui ont juste eu l'habitude de mentir à leurs conjoints, de mentir à leurs enfants, de mentir à leurs parents, comme tout le monde, tout d'un coup se retrouvent à mentir à la terre entière et à ne pas comprendre que ça pose un problème à la société. Alors je ne sais pas exactement comment on va sortir de cette situation, mais aujourd'hui, par exemple, il me semble qu'apprendre les règles de la parole publique à l'école primaire, c'est-à-dire en CE2, en CM1, c'est quelque chose d'aussi important que de savoir si vous êtes un P ou deux P à aplatir. C'est-à-dire, on a appris, quand nous étions à l'école, on nous a appris un usage de la langue qui était l'usage de la langue que nous devions avoir dans notre vie d'adulte. Aujourd'hui, les enfants qui sont à l'école auront un usage dans leur vie d'adulte qui sera d'utiliser une parole publiquement, et donc il faut un tout petit peu leur expliquer ce qu'est un argument d'autorité, une attaque personnelle, et pourquoi il ne faut pas le faire, et quand on peut le faire dans certaines positions et pas dans d'autres, etc. Bien, mais nous sommes les mutants, nous sommes les pionniers, nous sommes la première génération où autant de gens ont accès à la parole publique, et donc nous sommes un peu obligés de vivre avec cet inconvénient d'avoir ces gens mal élevés, ces hordes de barbares qui tout d'un coup ont envahi l'espace policé de la parole publique où nous vivions entre gens bien élevés. Cela dit, il faut aussi remarquer que même à l'époque où un tout petit nombre de gens avaient accès à la parole publique, et donc de par leur pratique universitaire, politique, etc., ils avaient un peu appris les règles de la parole publique, souvent ils les avaient appris assez imparfaitement. C'est-à-dire, il arrive, même dans des débats universitaires de très haut niveau, que des coups tordus, des arguments d'autorité soient parfois utilisés et mal tendus. Il arrive que dans un débat électoral, entre deux candidats qui s'affrontent, eh bien, que des attaques personnelles, parfois, soient utilisées. Donc, même si nous pouvons nous déplorer ces invasions de l'ordre barbare dans ces contrées civilisées et raffinées, il faut bien admettre que ces contrées n'étaient pas si civilisées et si raffinées que ça. Et bien maintenant que nous sommes beaucoup plus à y être, il est encore plus important que nous apprenions à vivre civilement. Vous savez, il y a une théorie, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, donc je ne vais pas essayer de la propager parce que ça serait propager des bobards, mais il y a une théorie selon laquelle les Japonais sont tellement... la raison pour laquelle les Japonais sont tellement polis, c'est-à-dire tellement soucieux de l'autre, eh bien c'est parce qu'ils vivent dans des villes extrêmement denses, et donc quand on est très nombreux dans un petit espace, les règles de politesse et les règles de respect de l'autre sont encore plus importantes que quand on vit dans le Far West où ces règles sont moins centrales. Donc ça c'est, disons, la solution à long terme quand nous serons tous extrêmement bien élevés, que nous aurons compris que répandre des bobards, répandre des fausses nouvelles est une mauvaise chose, et bien nous vivons dans un monde où il y aura moins de bobards et où la démocratie sera moins mise en danger par la technologie. Donc ça c'est à long terme. Mais à court terme, il faut quand même se demander comment se protéger contre ce type de fausses nouvelles. Et là, il y a, comme souvent en informatique, une manière de répondre qui est que le poison est son propre antidote. Vous savez, c'est une idée un peu paradoxale qu'on doit à Pasteur, qui existait avant Pasteur, puisque les gens vaccinaient avant Pasteur, et qui est que le poison et l'antidote sont finalement le même produit et à des doses différentes ou utilisés d'une manière différente. Alors ici, en quoi les réseaux sociaux, en quoi le web, et en quoi la rapidité avec laquelle l'information se diffuse est un atout pour éviter les fausses nouvelles. Alors, ce qu'on a dit sur les fausses nouvelles, on peut le dire exactement de la même manière pour les réfutations des fausses nouvelles.
C'est-à-dire, d'une part, si quelqu'un répand une fausse nouvelle, nous pouvons la réfuter, et notre réfutation de la fausse nouvelle peut se propager extrêmement vite, exactement à la même vitesse que la fausse nouvelle. Les réseaux sont neutres, les fausses nouvelles et les vraies nouvelles se déplacent à la même vitesse. Les photons qui portent une fausse nouvelle et les photons qui portent une vraie nouvelle, dans la fibre optique, ils sont traités de la même manière que les uns que les autres. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que si tout le monde peut répondre des fausses nouvelles, tout le monde aussi est en capacité de réfuter les fausses nouvelles. Et donc il n'y a pas que un côté, un camp qui est le camp de ceux qui répondent des fausses nouvelles, qui tout d'un coup s'est trouvé renforcé par le développement de la technologie. Les deux camps se sont trouvés renforcés. Alors j'ai assisté à un exemple d'une réfutation de fausses nouvelles qui était en train de se propager. Et donc, vous savez peut-être qu'il y a certains atomes qui sont radioactifs et on mesure leur activité, leur radioactivité par une certaine durée qu'on appelle la demi-vie de cet élément radioactif. Et vous savez que plus la demi-vie est courte, plus la probabilité de désintégration est élevée, donc plus l'élément est radioactif. Donc, demi-vie courte indique radioactivité intense, et demi-vie longue indique une radioactivité qui, bien sûr, va durer plus longtemps, mais qui est plus faible sur toute cette durée. Disons, la radioactivité s'est étendue sur une plus longue durée, donc elle est moins forte à chaque instant. Alors, il y a un cas particulier de ça, qui est les éléments qui sont totalement stables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas radioactifs, dont la demi-vie est infinie. Et moi, j'ai toujours cru que l'uranium-238, qui est un élément stable, avait une demi-vie qui était infinie. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait le cas, parce que l'uranium est apparemment 238 est apparemment très légèrement radioactif, et il a seulement une demi-vie de 5 milliards d'années. Et donc, c'est-à-dire que si vous avez N atomes d'uranium-238, il faut 5 milliards d'années pour que la moitié d'entre eux soient des intégrants, qu'ils aient eu l'activité, une radioactivité. Donc, voilà, dire que l'uranium 238 a une demi-vie aussi longue, c'est dire en gros qu'il est stable. Bien, alors voilà un exemple de fausse nouvelle que j'ai entendu 2 fois. Il y a un jardinier qui donne des conseils sur France Inter le dimanche matin, donc si vous avez un problème pour couper vos rosiers, vous pouvez l'appeler, poser votre question, il va vous répondre. Mais il fait souvent un certain nombre de commentaires sur l'actualité, qui sont parfois intéressants, parfois non. Et une fois, il a dit, quand on sait que l'uranium-238 a une demi-vie de 5 milliards d'années, et qu'on pense qu'il y a des centrales nucléaires autour de nous, on se dit qu'on marche sur la tête. Alors justement, je me disais, si l'uranium-238 est stable, c'est plutôt qu'on ne marche pas sur la tête. De toute façon, on n'utilise pas l'uranium-238 pour les centrales nucléaires, c'est l'uranium-235 qu'on utilise, mais on l'utilise pour une bonne raison, c'est qu'il est radioactif, contrairement à l'uranium-238 qui n'a pas de radioactivité. Bien, mais bien entendu, si on vous dit il y a de l'uranium dans les centrales nucléaires et l'uranium-238 a une demi-vie qui est de 5 milliards d'années, qui sont deux énoncés vrais, eh bien, vous pouvez prendre peur et vous dire vraiment on marche sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des déchets nucléaires qui vont durer 5 milliards d'années, 10 milliards d'années, etc. Et ça, effectivement, c'est un problème. Bien, alors, vous voyez que c'est une fausse nouvelle, puisqu'on est en train de vous dire que c'est un problème qu'un élément soit stable. Donc prenez l'élément le plus stable qui existe, on aura une demi-vie encore plus longue, etc. Ici, je ne sais pas, avec la Bretagne, tellement de roches radioactives que peut-être vous ne savez pas si c'est un élément stable, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments, par le panique, qui sont stables et qu'on trouve en Bretagne. Bien, cette fausse nouvelle, ce boba, a été répété
ailleurs. Il a été répété dans un journal qui s'appelle Rue 89, et où il y avait un article qui parlait de complètement autre chose. Il y avait quelqu'un qui a dit... non, c'était dans l'article même, non, je ne sais plus de quoi parlait l'article, mais enfin c'était dans l'article, le journaliste avait dit imaginez-vous, il y a de l'uranium dans les centrales nucléaires, et l'uranium 238 a une demi-vie de 5 milliards d'années, on marche sur la tête. Et immédiatement, il y a eu, dans les commentaires de l'article, un prof de physique qui a expliqué que, il n'y avait pas d'uranium 238 dans les centrales nucléaires, enfin il y en a, mais ce n'est pas celui qu'on utilise, malheureusement on est obligé d'en mettre, parce qu'on n'arrive pas à enrichir l'uranium suffisamment, mais surtout, plus la période est longue, plus ça veut dire que l'élément est stable, et donc c'est plutôt au contraire les éléments de mi-période courte qui devraient nous inquiéter, parce que c'est eux qui sont les plus radioactifs. Mais ce qui est intéressant, c'était que, alors qu'il fallait être jardinier, et le jardinier invité sur France Inter pour avoir le droit de diffuser une fausse nouvelle, aujourd'hui, il suffit de détecteur de Rue 89 pour pouvoir réfuter la fausse nouvelle, en tout cas, pour les lecteurs de l'article. Bien sûr, les gens qui l'ont entendu sur France Inter et qui n'ont pas lu Rue 89, pour eux, la nouvelle n'est pas réfutée. Mais si, par exemple, France Inter avait aussi une possibilité de réponse sur son site web, ou imaginons que France Inter ne soit plus qu'un site web, plus de radio, et donc chaque phrase qui est dite puisse amener une réponse d'un auditeur, qu'on appellerait peut-être un lecteur à ce moment-là, eh bien vous voyez qu'il y a aussi une force de réfutation des fausses nouvelles qui se trouve ici, parce qu'il y a un certain nombre de gens sur Terre qui sont des professeurs de physique et qui savent expliquer en quoi l'argument ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la première chose qui doit nous rassurer, c'est le fait que à chaque fois qu'il y a une fausse nouvelle, si nous sommes suffisamment réactifs et si nous le voulons, contredire, limiter cette fausse nouvelle, nous avons les moyens de le faire. Et peut-être même nous avons le devoir de le faire. Peut-être c'est un devoir impératif que nous avons quand nous avons un argument, que nous avons expliqué pourquoi quelque chose est une fausse nouvelle. Peut-être nous devrions le faire. C'est-à-dire si vous avez sur votre fil Twitter une fausse nouvelle qui arrive, au lieu de vous dire, comme vous le faites sans doute à chaque fois que vous détectez le fait que c'est une fausse nouvelle, de dire quelle importance de la star, on laisse tomber, là, eh bien peut-être vous devriez tweeter la fausse nouvelle avec la réfutation, de manière à ce que le bon virus infecte le mauvais virus et que après un équilibre se produise et que les gens aient accès aux deux types de messages. Donc la vitesse d'information et la multiplicabilité de l'information jouent dans les deux camps. Alors, il y a une autre chose dans laquelle la même technologie est à la fois le poison et l'antidote, c'est le fait que les bibliothèques sont de plus en plus souvent en ligne. Donc autant vous trouvez un certain nombre de pages web et de posts sur des plateformes de micro-blogage ou sur de messages sur les réseaux sociaux qui disent des choses fausses, autant l'accès aux sources primaires, l'accès à la vérité, à chaque fois que vous avez une fausse nouvelle qui est de la forme Picasso a dit que, Voltaire a dit que, etc., eh bien, la réputation devient de plus en plus facile. Je vous ai raconté que j'avais eu une certaine difficulté à avoir accès au texte original de Christian Zervos, de Picasso. Il a fallu que je me déplace jusqu'à la bibliothèque, etc. Donc ça, c'est lié au fait que ce processus n'est pas achevé. Mais si vous prenez l'ensemble de la littérature du XIXe siècle, eh bien, l'ensemble de la littérature du XIXe siècle est en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale de France qui s'appelle Gallica. Alors certes, vous pouvez décider de ne pas faire confiance à Gallica, mais malgré tout, entre Twitter et Gallica, il vaut mieux faire confiance à Gallica. C'est-à-dire, bien entendu, l'État, les bibliothécaires, etc., ne sont pas neutres, et ils peuvent eux aussi décider de propager des fausses nouvelles. Cela dit, vous voyez qu'un bibliothécaire qui irait gratter un texte de Voltaire pour réécrire au-dessus une fausse citation de Voltaire prendrait un risque professionnel bien supérieur à une personne comme vous et moi qui peut propager une fausse nouvelle de cette manière. Vous voyez d'ailleurs, je suis toujours un peu triste pour Evelyn Hall qui finalement est restée dans l'histoire pour une phrase qu'elle a écrite pour avoir fait mentir Voltaire. Alors que, bon, j'ai pas lu le reste de son œuvre, en fait, je n'ai lu de son œuvre que cette phrase,
mais peut-être qu'elle avait dit des choses extrêmement intéressantes sur Voltaire. Vous voyez que pour les professionnels, pour les gens qui sont censés incarner une certaine parole autorisée, c'est un gros risque de propager des fausses nouvelles. Et donc même s'il y a des exemples comme celui que je vous ai cité, vous pouvez en général faire confiance aux sources de Gallica. Alors d'ailleurs, je dois vous dire qu'il y a dans mon exposé une partie fausse nouvelle, c'est que ce qui était sur la citation de Picasso, je pense que j'ai fait totalement la vérification sur mon taux de source primaire, chez la bibliothèque, j'ai trouvé le texte, etc. Tout ce que je vous raconte sur Voltaire et sur Émile Hall, je l'ai lu dans Wikipédia. Donc, l'honnêteté intellectuelle dont je fais preuve, en tout cas ce soir, puisque c'est le sujet, impose que je vous dise que je n'ai pas fait la vérification complète. Et alors, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas fait la vérification complète, parce que déjà, à faire celle de Picasso, on a fait une journée entière quasiment, enfin, ça m'a fait une bonne demi-journée, donc bon, j'ai pas que ça à faire de vérifier les fausses nouvelles. Et je fais relativement confiance à Wikipédia, moins confiance à Wikipédia qu'à Gallica, mais plus confiance à Wikipédia qu'à Twitter. Mais surtout, le texte, la correspondance de Voltaire n'est pas entièrement en ligne, ou du moins je ne l'ai pas trouvé sur Gallica. Il semble que le texte du XVIIIe siècle soit moins encore accessible que ceux du XIXe siècle, puisque la Bibliothèque nationale de France a commencé par le XIXe siècle. Et le XIXe siècle, c'est gros, il y a beaucoup de textes. Donc tous ces textes ne sont pas encore en ligne, et si j'avais voulu faire la vérification complète, il aurait fallu que j'aille à la bibliothèque et que je redemande etc. Ça m'aurait pris du temps, mais un jour ça prendra beaucoup moins de temps, et quand tous ces textes seront mis en ligne, le retour aux sources primaires sera plus facile. Je vous donne un exemple. Il semble que ce soit une fausse nouvelle, que quand on a découpé les départements en décembre 1789, on les a découpés de manière à ce qu'on puisse aller au chef-lieu et faire l'aller-retour à cheval en une journée. Moi, j'ai toujours cru cette histoire, mes instituteurs me l'avaient raconté, donc j'ai confiance naïve dans la parole de l'instituteur, si ils ont dit ça, ça doit être vrai. Alors, je n'ai pas vérifié par moi-même si c'est vrai ou si c'est faux, donc je vous dis juste qu'il y a un certain risque que ce soit vrai, que ce soit faux. Et comment est-ce que je sais ça? C'est parce qu'à un moment, je m'étais intéressé pour une autre chronique à cette question, et donc j'ai trouvé une page web où quelqu'un dit « c'est bizarre, j'ai entendu cette histoire 100 000 fois », et du coup je suis allé lire le texte de Seyès qui est en ligne. Seyès, c'était le député de la Convention qui a fait le découpage des départements, et donc cet auteur d'une page web dit « regardez, je suis allé chercher le texte de Seyès, je l'ai lu dans le cadeau, et j'ai pas trouvé cette histoire d'aller-retour à cheval. » Voilà, donc il se peut que ce soit... alors ce qui est vrai, c'est qu'à posteriori, il est exact qu'on puisse en général faire l'aller-retour du chef-lieu à n'importe quel point du département, enfin de n'importe quel point du département au chef-lieu en un jour, mais il semble qu'en tout cas ça n'avait pas été formulé, en tout cas pas par Seyès. Mais après j'ai téléchargé le texte de Seyès, il était quand même assez long, écrit dans une langue, bon, le français du 18e, quand c'est pas traduit, que c'est vraiment l'accès à la source primaire, ça demande une certaine expertise, ça ne se lit pas comme la bibliothèque pro, c'est un peu plus, faut être un peu plus concentré. Donc je me suis dit, je vais dire, on prétend que blablabla, que c'est pas grave, j'ai plus le temps de tout vérifier. Mais vous voyez qu'on commence à avoir des outils qui, au moins pour ça, nous permettent de vérifier la vérité de ce qui est dit. Alors c'est quelque chose de compliqué, parce que là, c'est des phrases qui sont relativement simples, qui est Voltaire a dit que, et ça peut se vérifier, Picasso a dit que, et ça peut se vérifier. La démonstration du théorème de Fermat, je ne l'ai pas vérifié. Je sais que Jean-Pierre Serre l'a vérifié, je fais confiance à Jean-Pierre Serre. C'est comme ça que je sais qu'elle est vraie. Le fait qu'il y a des satellites qui tournent autour de Jupiter, je fais confiance à Galilée, et je sais que d'autres astronomes ont vérifié après Galilée, mais
Moi-même, je n'ai jamais mis mon œil dans une lunette pour aller vérifier. Et il est possible que contrairement à l'accès aux sources primaires qui est rendu plus facile par la mise en ligne en PDF des textes du XIXe siècle, le fait de refaire une expérience pour s'assurer que le boson de Higgs existe bien et bien, ça ne soit pas rendu si facile. Et donc il restera un certain nombre d'éléments qui seront toujours difficiles à vérifier. Cependant, il y a au moins un certain nombre de fausses nouvelles qui devient plus facile de contrôler grâce à la mise en ligne des sources primaires. D'ailleurs, en politique, l'essentiel des fausses nouvelles sont de la forme Trump a dit que, Hillary Clinton a dit que. Alors c'est pas uniquement ça, il y a aussi Hillary Clinton a un compte aux Bahamas. Et ça, c'est plus difficile à vérifier parce que les banques des Bahamas ne sont pas encore aussi transparentes que Gallica. Mais vous pouvez au moins, par exemple, si on vous dit, je ne sais pas, Macron a un compte, je ne sais plus où Macron est censé avoir un compte aux Caraïbes, je ne sais quoi, là, vous pouvez au moins faire la distinction entre une phrase qui dit juste Macron a un compte aux Caraïbes, vous dites bon, ok, ou une phrase où on vous dit Macron a un compte aux Caraïbes, voilà comment on le sait. Si la personne qui vous dit Macron a un compte aux Caraïbes ne vous dit pas comment elle-même elle le sait, et à ce moment-là, vous avez un tout petit peu de bonnes raisons de vous méfier. Si cette personne dit voilà, j'ai le relevé d'identité bancaire de Macron, le voilà, à ce moment-là, c'est un peu plus crédible. Encore qu'il faut vous poser la question de savoir si le relevé d'identité bancaire n'est pas un faux relevé d'identité bancaire, etc. Donc ça c'est aussi une question qui se discute. Donc vous voyez que nous sommes loin d'être totalement démunis et loin d'être des poussins dans la nuit face aux fausses nouvelles. Nous avons quelques éléments pour résister. Et alors ça, comme je vous le disais dans l'introduction, ça demande que nous ayons envie de résister. Et là, je vais terminer sur un dernier exemple qui vous montre qu'il y a un certain nombre de personnes qui semblent se satisfaire d'une situation où les nouvelles sont fausses et où tout le monde s'en moque. Alors, il y a un site web que j'ai découvert qui s'appelle chastity.org. Donc c'est un site web qui est consacré à la chasteté et qui est à l'air, je ne sais pas qui organise ce site web, mais enfin, il a l'air d'être, d'abord il est en anglais, et les adresses qui sont mentionnées sur ce site web sont aux États-Unis, donc on peut penser que c'est un site web qui a été fait par des Américains, et vous savez qu'il y a un mouvement aux États-Unis qui vise à promouvoir la chasteté comme une manière de vivre. Et on peut penser que ce courant est proche de certains courants religieux américains qui peuvent être sur des questions liées comme l'IVG ou d'autres questions qui peuvent être assez virulents. Donc on peut penser que ce courant, qu'on appelle la droite religieuse, proche de ce qu'on appelle la droite religieuse américaine, mais je n'ai pas tout vérifié. Bien, en revanche, il y a un certain nombre d'arguments qui nous mettent en garde contre l'idéologie. Cette idéologie nous dirait que les préservatifs nous protègent des maladies sexuellement transmissibles, et notamment du VIH. Et donc il y a un pasteur qui explique sur ce site web, vous pouvez vérifier le site web, j'ai oublié le nom, j'ai oublié même si c'était un pasteur ou quoi, mais enfin bon, c'était un prêche qui explique que les jeunes d'aujourd'hui sont désinformés parce qu'on leur fait croire que utiliser des préservatifs est utile, alors que c'est inutile puisqu'il y a des taux d'échec de rupture des préservatifs qui sont extrêmement élevés. À nouveau, moi j'ai rien contre ce mouvement, c'est-à-dire si les gens de la chaste, ça les regarde, même s'ils veulent faire la promotion de la chasteté, pourquoi pas. Et si, je sais pas s'ils veulent dire, je suis chaste et heureux, comme pour eux, ils ont le droit de s'exprimer, c'est tout à fait un mode de vie qui est tout à fait légitime. En revanche, ce qu'on peut appeler une fausse nouvelle, donc c'est pas une fausse nouvelle de dire aux gens soyez chastes, c'est pas une nouvelle. En revanche, ce qui est une fausse nouvelle, c'est de présenter des arguments qui invalident des thèses scientifiques, qui au moins contredisent des thèses scientifiques, qui sont des thèses selon lesquelles
les préservatifs protègent dans une certaine mesure de la transmission des maladies sexuellement transmissibles et notamment du VIH. Alors il y a un certain nombre d'arguments qui sont d'abord des attaques personnelles, donc en disant voilà, les médecins qui disent qu'eux-mêmes sont blablabla, voilà, donc on sait qu'ils mentent parce que c'est des personnes méchantes, et donc au lieu d'attaquer leur discours, on attaque leur personne. Et puis il y a un certain nombre d'arguments qui sont des confusions entre corrélation et causalité, et par exemple l'argument choc est que les pays où les États-Unis envoient des préservatifs gratuits qui sont distribués à la population sont ceux où le VIH est le plus prévalent. Donc vous voyez que si on ne leur avait pas envoyé tous ces préservatifs gratuits, le VIH serait moins prévalent. Et si les États-Unis avaient envoyé des préservatifs dans les pays où, en général, parce qu'il y a déjà une politique de prévention qui est bien faite, le VIH est très peu prévalent, et bien à ce moment-là, peut-être les gens sincères auraient dit peut-être qu'il faudrait mieux les envoyer là où il y a vraiment, là où le virus est présent. Mais là, il y a une inversion de la causalité. Vous savez que l'hôpital est l'endroit le plus dangereux sur Terre, puisque tous les gens qui meurent meurent de l'hôpital, donc n'allez jamais à l'hôpital, vous avez peur de mourir. C'est ce type de raisonnement. Ici, alors j'ai pas de preuves, hein, c'est juste mon opinion, mais mon petit doigt me dit que les gens qui écrivent ce genre de choses ne sont pas des gens qui sont dévorés par les curiosités scientifiques et qui veulent absolument savoir quelle est la protection qui est apportée par les préservatifs dans la transmission des maladies sexuelles. Je crois plutôt, mais bon, je n'en sais rien, que ces gens n'ont pas de curiosité scientifique, mais ont plutôt une volonté de faire du prosélytisme, une volonté de convaincre les gens d'un mode de vie qui leur agrée à eux, et qui pourrait peut-être agréer aux personnes qui cherchent à le convaincre. Encore une fois, il n'y a rien contre ce type de morale, mais qu'ils utilisent quelque chose qui ressemble à une vérité scientifique à leur fin. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour servir la science, ils sont là pour se servir de la science. Bien, alors ça, c'est juste mon opinion, ça je ne peux pas vous le démontrer, je peux juste essayer de vous faire partager mon opinion, et puis après vous la prenez pour ce qu'elle est. Je crois que ces gens, je n'en sais rien, mais j'imagine que quand ils étaient enfants, ils n'ont pas passé leur temps à démonter les réveils pour essayer de se dire mais comment est-ce que ça se fait que ce réveil fonctionne, quel est le mécanisme qui est derrière. Ils n'ont pas été dans les clubs scientifiques des écoles en se disant mais il faut que j'essaie de comprendre la manière dont fonctionne le monde. Je crois qu'ils ont plutôt été, sont plutôt dans un mode d'existence qui consiste à convaincre les autres de la vérité de ce qu'ils pensent, et ils font feu de tout bois. Et en particulier, je pense qu'il y a un certain nombre de gens dans cette sphère, dans ces sphères, qui ne comprennent pas la gravité du fait de dire n'importe quoi sur une question scientifique. Je prends par exemple un leader de ce type de mouvement aux États-Unis, qui était Sarah Palin, qui disait volontiers que les hommes et les dinosaures avaient coexisté sur Terre. Alors je ne sais pas, c'est des histoires d'arcs de Noé, de datation, etc. Je n'ai pas très bien compris son argument. Mais ce qui me choque le plus, c'est pas qu'elle dise quelque chose de faux, c'est bon, après tout, elle se tromper. Peut-être qu'elle croit réellement ça, elle fait des calculs, elle s'est trompée. Établit que les dinosaures étaient sur Terre il y a 100 000 ans, et les hommes aussi, et donc ils se sont croisés. Bon, peut-être elle s'est trompée. J'ai juste l'impression qu'elle ne comprend pas que dans son discours de promotion des valeurs de la Bible, etc., qui à nouveau ne me dérange pas, enfin, je n'accorde pas vraiment le discours, mais je ne peux pas, il a le droit d'exister, que le fait de dire n'importe quoi sur les dinosaures, alors qu'il y a des enseignants qui s'arrachent les cheveux pour essayer que les enfants comprennent les échelles de temps et qu'il y ait des différences entre 100 000 ans et 1 million d'années, etc., qui sont des concepts assez difficiles à comprendre, elle ne comprend pas que dire juste n'importe quoi est grave. Que c'est pas juste mentir comme on ment pour obtenir un bonbon, que mentir sur les questions scientifiques et dire le contraire de ce qu'on sait être une vérité scientifique par ailleurs est quelque chose de grave. Ce sont des gens pour qui l'idée même, c'est même pas qu'ils sont dans l'idée que le langage permet de dire les choses vraies et le langage permet de dire les choses fausses, c'est qu'ils n'ont même pas apparemment conscience du fait qu'il existe des jugements de vérité et que le langage, quand on énonce quelque chose, on va se demander si c'est vrai ou si c'est faux.
On se demande juste si c'est utile ou si c'est pas utile à la cause qu'on défend, et peu importe la notion de vérité. Donc il y a ça aussi, et on peut même aller un petit peu plus loin. Il y a un certain nombre de gens qui nous disent que si nous vivions dans un monde dans lequel tout ce que nous disons était toujours vrai, notre vie serait insupportable. Et nous avons besoin d'un peu de mensonge, et ce mensonge parfois est assumé. C'est par exemple le cas où nous racontons des histoires. Voilà, quand vous lisez un roman, vous savez que c'est faux, vous savez qu'il y a une part de vérité quand même, mais voilà, vous avez un monde où il n'y aura pas du tout de roman, où il n'y aura pas du tout de cette forme de mensonge. Souvenez-vous qu'on a quand même refusé des obsèques religieuses à Molière, parce qu'on disait que, enfin, à Molière, le comédien en général, parce qu'on disait que ce qu'il racontait sur scène était faux, qu'il représentait quelque chose qui n'était pas la vérité, qu'il représentait une fiction. Et vous voyez que l'idée que c'est bien de faire de la fiction n'est pas une idée qui nous paraît une idée tout à fait naturelle, et pas du tout une idée qui a été partagée de tout temps. Il y a des gens qui prennent le malade imaginaire et qui disent ça c'est fou, là. Il n'existe pas. Il n'existe pas ce Diafoirus. Je connais tous les médecins à Paris, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de docteur Diafoirus, donc il ment. Voilà, donc le mensonge est utile quand il est dans des romans, dans des pièces de théâtre, mais peut-être une petite partie de mensonge est utile aussi dans certains secteurs de nos vies. Par exemple, une forme de mensonge pour laquelle j'ai une certaine indulgence, c'est l'exagération. Mais bien sûr, si vous racontez une histoire, si vous êtes pêcheur, et que vous dites, voilà, j'ai pêché une truite qui faisait 24 cm, bon, ok, voilà. Si vous exagérez un peu la taille du poisson que vous avez pêché, bon, l'histoire est meilleure. Voilà, et puis vous tuez personne dans ces cas-là. Donc, il est nécessaire que nous ayons encore une certaine liberté d'exagération, par exemple, dans la manière dont nous racontons les choses. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous mentons par omission, c'est aussi parfois un peu utile. Voilà, donc la vérité n'est pas nécessairement, l'absence de fausses nouvelles n'est pas nécessairement un but que nous devons avoir en nous-mêmes. C'est une question qui se pose en philosophie morale. Nous savons, pas toujours d'ailleurs, exactement où est le bien, où est le mal. Et parfois, nous faisons le mal en sachant que c'est le mal. Mais est-ce que nous pourrions vivre si nous étions tout le temps entièrement avec nos actes en accord avec nos valeurs? C'est difficile. Peut-être la pression qui serait sur nous serait un peu élevée. Et donc, de la même manière, s'il nous était interdit d'exagérer, interdit de mentir par omission, si nous devions être dans une transparence complète et totale tout le temps, peut-être que la vie deviendrait invivable. Cependant, il y a une différence entre mentir sur la taille d'un poisson que l'on a pêché et mentir en diffusant sur les sites web des informations fausses, des statistiques fausses sur la protection apportée par les préservatifs. Donc s'il y a un degré dans le mensonge, et je crois que c'est beaucoup plus que de rêver un monde sans mensonge, c'est un monde dans lequel les mensonges seraient bénins et nous serviraient juste à nous simplifier la vie, plutôt qu'un monde dans lequel les mensonges serviraient à gagner des élections ou à agresser des personnes sur les réseaux. Alors nous avons deux manières d'éviter les fausses nouvelles. La première, c'est celle que j'ai citée au tout début de mon introduction, c'est de faire une nouvelle loi. Et moi, je dois vous avouer que je suis assez sceptique sur la possibilité qu'une loi force tous les énoncés qu'on trouve sur les réseaux à être vrais. Et vraisemblablement, si une telle loi existe, bon, je ne dis pas que la loi ne peut pas nous aider un peu, mais disons, si on pense que la solution est dans la loi, il me semble qu'il faudrait recréer un ministère qui serait en charge de faire appliquer cette loi. J'ai d'ailleurs déjà trouvé un nom pour ce ministère, si vous voulez être ministre, je propose ce qu'on appelle le ministère de la vérité, et qu'il y ait un ministère qui soit chargé de bâillonner les personnes qui disent des choses fausses. Et je ne suis pas sûr que j'aimerais vivre dans un pays où il y a un ministère de la vérité.
Et donc, même si je pense qu'il faut se protéger contre les fausses nouvelles, je crois qu'il est dangereux d'interdire aux gens de parler, d'interdire aux gens de s'exprimer, y compris si c'est pour dire des choses fausses. Et en particulier, il y a une dérive qui serait possible, elle n'est pas certaine. Il y aurait une dérive où on déciderait que les partis qui sont dans l'opposition, eh bien, chaque chose qu'ils disent, par exemple des choses qu'ils disent contre le gouvernement, eh bien, sont des fausses nouvelles, sont des bobards, et pour cette raison, on les bâillonne. Et le ministère de la Vérité, ici, aurait un rôle moins vertueux que celui qu'on veut lui faire jouer. Alors là, bien sûr, je suis dans l'exagération. Je ne pense pas que notre gouvernement ait la volonté d'utiliser son ministère de la Vérité pour bâillonner tout discours qui lui serait hostile. Ce sera un peu voyant. Mais il y a cette démarche, il y a ce risque, et il faut en être conscient, et c'est pour ça que je serai assez réservé sur les possibilités que nous offre la loi. En revanche, il y a un autre moyen de se protéger contre les fausses nouvelles, et ce n'est pas un moyen qui est collectif, c'est un moyen qui est individuel, et j'ai essayé à plusieurs reprises de vous le communiquer au cours de cette conférence. La première chose, c'est de comprendre que le langage permet d'exprimer des choses fausses. Donc ce n'est pas parce qu'une chose est exprimée qu'elle est nécessairement vraie. Et donc à chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose, je crois que c'est vrai parce qu'il nous l'a dit, ben, nous devons nous poser la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et c'est quelque chose qui est lié à l'éducation scientifique, mais c'est une chose qui est remarquable que quand un étudiant vient me voir et me dit voilà, je crois que blablabla, je crois que le cube de l'hypoténuse est égal à la somme du cube des côtés. Je lui dis, mais. Ou par exemple, même s'il me dit je crois que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des côtés, je lui dis pourquoi tu crois ça, comment est-ce que tu es arrivé à cette conclusion, d'où ça vient, explique-moi pourquoi, etc. Et souvent je fais ça hors d'un cadre professionnel, dans ma vie de tous les jours. Et ça crée une réaction qui est totalement irrationnelle, qui est les gens disent « Ah, parce que tu ne crois pas ?» Je dis « Non, non, mais je ne dis je te crois, je te crois pas, je te vois juste pourquoi est-ce que tu penses ça. » « Ah non, 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 si tu me demandes de me justifier, c'est-à-dire que tu ne crois pas. » Et alors que les étudiants que nous avons, enfin au moins les bons étudiants que nous avons dans les diplômes de sciences, ben, ils ont compris que quand on leur demande de justifier la vérité d'un énoncé, c'est pas du tout parce qu'on est contre eux ou parce qu'on veut les mettre en danger ou parce qu'on pense qu'ils ont tort, c'est juste parce que ça fait partie des règles, s'ils ont fait quelque chose, qu'ils doivent ensuite le justifier, c'est juste comme ça que ça marche. Et donc avoir cette approche de la vérité est quelque chose qui pourrait être beaucoup plus partagé et qui est beaucoup plus utile pour ce scepticisme, et quelque chose qui est beaucoup plus utile pour se protéger des fausses nouvelles qu'une loi. Donc le scepticisme, le fait de mettre en doute ce que d'autres personnes disent, est quelque chose de simple. La deuxième chose, c'est que nous devons nous méfier et avoir une espèce de sentiment instinctif que à chaque fois qu'un discours est truffé d'arguments d'autorité, d'attaques personnelles, etc., eh bien, il est vraisemblable que les énoncés objectifs qui sont dans ce discours soient faux. Il y a une certaine probabilité qu'il soit faux. Nous ne sommes pas dans un discours qui respecte les règles du débat, de discuter, de peser pour et contre, etc. Et alors, il y a des détecteurs de fake news sur le net que vous pouvez télécharger, mettre sur votre téléphone ou sur le... Et en gros, ils fonctionnent comme ça. Les détecteurs de fausses nouvelles n'ont pas tellement de vérité infuse. Ils ne sont pas capables de savoir si le font 4 ou le font 5. Il faudrait peut-être faire des additions, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'ils cherchent à comprendre quels sont le type d'arguments, le type de formes rhétoriques qui sont dans le discours, pour voir si les arguments, si les énoncés sont justifiés, si les discours sont truffés de fausses références, s'il y a des arguments d'autorité ou des... Voilà. Vous voyez la différence entre un argument d'autorité et une référence. L'argument d'autorité nous dit, voilà, Einstein a dit que, et puis la référence nous dit Einstein a dit que à tel endroit. Et donc, vous savez que Einstein a dit que l'astrologie était la reine des sciences et qu'il s'en était servi toute sa vie. C'est une citation qui est... Vous pouvez la trouver partout sur le net, vous pouvez même la trouver
comme exergue d'une thèse de sociologie qui a été défendue à l'Université de Paris. Et donc, il y a juste la phrase d'Einstein, marquée en dessous, Albert Einstein. Et voilà, là on sait qu'on est dans un argument d'autorité. Alors que s'il y avait la référence, le livre, l'article dans lequel Einstein aurait dit ça, parce que je vous rassure, il ne l'a pas dit, la vérification serait immédiate. Et après, nous devons aussi, nous, quand nous nous exprimons, apprendre davantage à citer nos sources, etc., de manière à permettre à nos interlocuteurs de vérifier ce que nous disons. Et puis nous devons aussi comprendre que c'est bien d'insulter les gens en privé, mais que le faire en public, c'est moins bien. C'est bien de se vanter de la taille des poissons qu'on a pêchés, mais le faire sur le net, c'est moins bien, c'est plus embêtant. Et donc nous-mêmes, essayer, dans notre propre pratique du discours de la parole publique, d'éviter les fausses nouvelles. Et je crois que si on met bout à bout ces trois idées, le scepticisme, le fait nous-mêmes d'être plus vertueux et le fait de vérifier systématiquement les informations qui nous parviennent, nous sommes beaucoup plus armés, beaucoup mieux protégés contre les bobards que si nous votons simplement une loi. Merci. Donc, deuxième question. Une question, il y en a beaucoup à poser, à mon avis, mais brillant exposé, un peu, comment dire, axé sur Internet, parce que l'information, il y en a ailleurs que chez Internet, heureusement, et il est quelquefois plus facile de consulter les journaux, les publications, etc., que de passer des heures devant son ordinateur à essayer de comprendre où est le bobard et où est l'anti-bobard. Parce que quand vous dites ça ne coûte rien corriger une faute dans un programme informatique, ça ne coûte rien. Ça c'est vrai. Mais quand vous dites que les bobards se propagent de façon exponentielle, que les anti-bobards se propagent également de façon exponentielle, tout ça fait tourner beaucoup d'ordinateurs, consomme énormément d'électricité, donc d'énergie. Là, c'est un fait, c'est pas un bobard. Deuxième chose, vous avez parlé de l'énergie, mais le temps passé à dépister les bobards et de démontrer que ce sont des bobards. Moi, je ne pratique ni Twitter, ni Facebook, ni aucun des réseaux sociaux. Je suis fondamentalement et au départ contre. Je trouve ça un peu... Bref, enfin, puéril. Mais ceci étant, le temps passé par des gens intelligents à essayer de démontrer que les ivrognes, comme vous dites, ou les trolls, ou n'importe qui, dit des conneries, je trouve que c'est du temps gaspillé. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le fait que vous parlez de querelles d'ivrognes. Il n'y a pas que des querelles d'ivrognes. Il y a des gens très intelligents qui pratiquent les réseaux sociaux ou autres. Et qui propagent, pas vraiment, c'est pas, enfin, ce sont des fausses nouvelles, mais gravissimes. Par exemple, des discours contre le vaccin, des discours antisémites, des discours homophobes. Je pense que là, il y a un autre danger que celui qui consiste à réfuter le fait que, je ne sais pas, de Fonsin. Ça, c'est ça qui me gêne énormément. Et je pense que vous avez raison d'assister sur la nécessité d'apprendre aux enfants dans les écoles l'esprit critique, l'esprit de démonstration, etc. Mais les enfants seront toujours des enfants, il y aura toujours des camps, et il y aura toujours, dans le reste de la population, des gens qui, plus tard, utiliseront Internet pour répandre des bobards, des fausses nouvelles, mais pire, des discours anti-quelque chose, non fondés. Voilà, c'est la réflexion que j'ai après. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions dans l'ordre où vous les avez posées. La première question, sur le fait que vérifier un coût, et c'est un point sur lequel j'ai essayé d'insister, sur le fait que j'avais
occupé une demi-journée de ma vie pour trouver la bonne citation de Picasso. J'ai insisté aussi sur le fait que ce coup pouvait être réduit. Si jamais ce texte de Picasso avait été mis en ligne, j'aurais peut-être pu y accéder sur le site de la bibliothèque et ça m'aurait été moins coûteux. Mais cependant, il y aurait toujours eu un coût. Et je vous ai dit, par exemple, le texte de Séguet, je suis allé sous les yeux, puis je suis pas allé jusqu'au bout de sa lecture, parce que ça m'a fatigué. Donc je suis tout à fait conscient du fait que ce coût existe. Et je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il n'est pas si important de réfuter tous les bobards qui existent sur Terre. D'ailleurs, je n'ai jamais cherché à réfuter peut-être fausses citations d'Alfred Jarry, etc., qui se trouvaient sur d'autres cartes postales même de Nigeria. Et je ne passe pas mon temps sur les sites de pêcheurs pour essayer de vérifier la taille des poissons que vous avez pêchés, etc. Comme vous le dites, exactement les choses les plus importantes à faire et j'ai une manière plus utile d'utiliser mon temps. Cela dit, pourquoi est-ce que je l'ai fait pour la phrase de Picasso? Tout simplement parce que je voulais l'utiliser. Donc pour moi, elle était importante à cette minute-là. Et je crois que c'est aussi une chose qui est importante. Si vous êtes un supporter du Parti démocrate ou d'un parti quelconque et que vous voyez des bobards qui sont utilisés la veille d'une élection contre votre candidat favori, à ce moment-là, passez un petit peu de votre temps pour essayer de réfuter certains arguments et quelque chose de raisonnable. Et il faut bien sûr choisir les bobards qu'on souhaite réfuter et puis ceux qui finalement ne nous dérangent pas, comme je vous l'ai dit. Je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait toujours un tout petit peu de mensonge dans la vérité, parce que ça rend par exemple l'histoire qu'on raconte sur le web, si vous extrapolez un peu, si vous exagérez un peu ce qui vous est arrivé. Par les anecdotes qui me sont arrivées, il m'arrive souvent un peu amplifié. Voilà, j'ai attendu 5 minutes, et puis j'ai attendu un quart d'heure. Ça rend ma situation beaucoup plus dramatique. Alors donc là-dessus, je suis d'accord. La question, c'est le choix que l'on fait. Mais, comme vous l'avez dit vous-même, il y a des fois où ces bobards sont embêtants. Et donc, on a envie de les réfuter. Sur la seconde, je fais vraiment une différence énorme entre, d'un côté, les bobards qui sont racontés sur les vaccins, et sur le fait que Dieu est des vaccins, et de l'autre côté, les discours antisémites et les discours homophobes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir dans la lecture des discours. Non pas que je pense que les uns sont plus graves que les autres, je pense que les deux sont graves, mais il n'y a rien à voir dans le fait de dire quelque chose de faux sur les vaccins et d'injurier quelqu'un en le traitant de lupin, d'UPG ou tout le monde. C'est deux choses qui sont différentes. On peut vouloir lutter contre l'une et pas contre l'autre et pas contre l'une, vraisemblablement contre les deux, à mon avis, c'est le même arrivé, mais ce n'est pas du tout les mêmes méthodes de lutte. Par exemple, les injures sont punies par la loi, je pense que c'est une bonne chose. Les fausses vérités, les faussetés ne sont pas punies par la loi, et je pense que nous ne convaincrons pas les anti-vaccins de l'efficacité des vaccins en les bâillonnant. Donc je ne pense pas que ce soit le bon moyen de lutter contre ce type de discours. Les discours sur les vaccins sont des discours extrêmement nocifs. Alors d'abord, les gens qui ne se vaccinent pas mettent en danger leur propre santé, mais à l'extrême limite, ça les regarde. Je ne pense pas que ça les regarde, mais à l'extrême limite, ça les regarde, mais ils mettent aussi en danger notre santé. Et donc ça, c'est beaucoup plus embêtant d'un point de vue social. Et donc là, moi, je suis prêt à passer un petit peu de temps pour comprendre d'où viennent ces discours. Pour ce qui est de lutter contre les discours de haine, c'est un tout autre processus, une toute autre question. Je ne crois pas que ça soit des bobards. Je ne crois pas que des discours antisémites soient des bobards. Ça ne relève pas de la même nature. Le négationnisme, ça c'est comme les vaccins. Mais l'antisémitisme et le négationnisme, c'est deux choses, j'allais pas dire indépendantes, j'allais dire indépendantes, ça serait peut-être exagéré, mais en tout cas, ce sont deux choses qui sont distinctes. Et il faut lutter contre le négationnisme avec des arguments, il faut lutter contre l'antisémitisme avec des lois. Les choses sont plus complexes que ce que je dis. Le fait qu'il y ait des lois contre le négationnisme, c'est-à-dire contre le fait que le discours négationniste porte un discours antisémite à l'intérieur, par exemple le fait que les juifs ont inventé cette histoire dans le but de blablabla, qui est un discours majoritaire, qui n'est pas juste un discours faux.
les négationnistes ne nous disent pas juste que les chambres à gaz n'ont pas existé, ils nous disent que les juifs ont inventé cette histoire de chambres à gaz. Vous voyez que là, il y a un mélange d'énoncés faux et d'énoncés injurieux. Donc on peut discuter de l'opportunité d'une loi contre le négationnisme, par exemple. J'ai tendance à penser que un petit peu de loi contre beaucoup de négationnisme est une bonne chose. Mais il faut faire attention que, exactement comme dans le cas des vaccins, c'est d'abord la réfutation des arguments des négationnistes qui doit porter avant la loi qui leur a permis de parler. Troisième, Paris. Bonsoir. La question, je voudrais vous remercier pour votre implication dans le monde de l'informatique dans les lycées. Moi, je suis enseignant dans un lycée. Vous avez écrit des ouvrages, au moins deux, je ne connais pas toute votre bibliographie, mais pour la terminale et l'informatique. Donc, merci beaucoup, parce que ça vous a permis, en tant qu'enseignant, un petit peu de mieux cadrer ce qu'on nous demandait de faire dans cette discipline. Et justement, là, moi, je travaille avec des jeunes, des lycéens, des étudiants. Là, on a parlé beaucoup des fake news, mais des écrits ou éventuellement de l'oral. Et moi, ce que je constate aussi aujourd'hui, c'est beaucoup un autre média, c'est les vidéos. C'est-à-dire qu'on poste des millions de vidéos sur YouTube ou autres. Et là, c'est encore, on a dit, plus complexe parce qu'on voit quelque chose. Enfin, souvent, les jeunes, ils montrent une vidéo, ils disent, c'est vrai, puisque je le vois. Et souvent, ça n'a pas été, c'est pas quelque chose qui a pour origine un fait scientifique, quelqu'un de célèbre, il ne peut pas remonter, c'est un particulier, un Quillan, qui a mis une vidéo en ligne sur un sujet qu'il pensait maîtriser, ou alors éventuellement c'est quelque chose, un montage vidéo. Et là, comment on peut arriver à prouver ou à remonter aux sources de cette information pour montrer que c'est vrai, parce que là, il y a quand même le visuel. Qui est beaucoup plus difficile, je trouve, à redémontrer que quand on peut, comme vous l'avez montré tout à l'heure, remonter à des sources officielles. Oui, alors effectivement, il y a une différence entre le langage de la vidéo et le langage du texte, ou de la parole. C'est que dans le langage de la vidéo, il n'y a pas de négation. C'est-à-dire, vous pouvez prendre une phrase « je suis à Morlaix » et faire la négation, qui est « je ne suis pas à Morlaix ». Maintenant, si vous prenez une vidéo qui me montre en train de me promener dans le Morlaix, vous ne pouvez pas appliquer à cette vidéo une négation qui vous fournirait une autre vidéo qui vous montre que je ne suis pas en train de me promener dans le Morlaix. Donc, il y a une différence entre l'image et le texte et qu'il n'y a pas de négation dans l'image. Et donc, du fait qu'il n'y a pas cette négation, nous avons moins l'habitude de penser que ce que nous voyons peut être faux. Puisque ce que nous disons, nous savons que ça peut être faux, puisque nous savons nous-mêmes fabriquer à partir d'un énoncé vrai des énoncés faux. En revanche, fabriquer une image fausse, ça demande une technologie beaucoup plus développée que simplement rajouter une négation dans la phrase. Et ça amène certains à penser que ce qu'ils voient est plus digne d'être cru que ce qu'ils lisent ou entendent. Parce que voilà, c'est l'évidence de l'image. Alors cependant, il y a tout un tas de techniques pour faire des vidéos fausses. Par exemple, quand il y a des vidéos où il y a des gens qui parlent, vous pouvez très bien sortir un petit morceau de phrase de son contexte. Par exemple, vous pouvez dire « je ne crois pas que je suis à Morlaix ». Enfin, il faut dire « je sois à Morlaix ». On va dire, supposons que j'ai dit « je ne crois pas que je suis à Morlaix ». Vous pouvez juste prendre le petit bout « je suis à Morlaix ». Et voilà, donc là, vous avez fait la négation de la vidéo. Ça m'est arrivé la semaine dernière. J'étais en train de faire un exposé devant des profs de maths, et j'essayais de leur dire que si la notion de dérivée n'avait pas eu toute l'utilité qu'elle a en mécanique, elle aurait quand même existé dans les mathématiques, mais ça aurait été une notion extrêmement pointue qu'on aurait appris en master, mais on ne l'aurait pas apprise en première. C'est la raison pour laquelle on l'a appris en première, c'est parce qu'elle est extrêmement utile en mécanique et dans d'autres branches de la connaissance. Et alors j'ajoute, dans l'espoir vain de les faire rire, j'ajoute, d'ailleurs, si on ne faisait pas la dérivée en première et qu'on la faisait en M2, la théorie des catégories qu'on fait en M2, il faudrait la faire en première. Et là, il y a quelqu'un qui tweet, Gilles Doweg, il faut faire de la théorie des catégories en première. Point.
Bon, et il y a un autre qui n'était pas dans la salle, qui répond au tweet en disant, bah oui, puis la théorie des catégories, puis quoi encore. Voilà, donc, moi je trouvais que l'énoncé était suffisamment grotesque en lui-même pour qu'on comprenne que c'était une blague, mais apparemment non. Donc il y a une espèce de fake news qui se répand, qui est que je suis favorable à l'enseignement de la théorie des catégories en première. C'est bien que du coup ça m'a amené à réfléchir à la question, je me suis dit, oui, pourquoi pas finalement. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous voyez que là, on a une manière de transformer la vérité. Il y a même un slide, il y a une photo de moi avec le transparent, qui est à moitié coupé, on voit la catégorie et première. Alors j'ai répondu une nouvelle fake news. Un ami d'un ami m'a dit que un jour, on a demandé dans une télé, on a demandé de faire un montage d'une vidéo. Et alors dans la vidéo, il y avait une manifestation de musulmans. Et donc les musulmans, il y en a un qui dit, il y a des gens qui disent l'islam et la démocratie sont incompatibles, ils ont tort. Voilà. Et ce qui restait au montage, c'était l'islam et la démocratie sont incompatibles. Vous voyez que le montage peut être un outil d'introduction, de négation dans une vidéo qui est énorme. Alors ces exemples sont un peu simplets parce que c'est des vidéos où il y a des gens qui parlent. Il y a des vidéos où il y a des gens qui parlent, on peut enlever la négation, ajouter une négation, sortir la phrase de son contexte et faire dire quelque chose de différent. Mais l'image elle-même peut être mensongère. Par exemple, il y a tout un tas de fake news très anciennes sur le fait que Armstrong et Aldrin n'ont pas marché sur la Lune. Tout a été fait en studio. Vous avez sans doute entendu cette histoire partout. Et alors, il y a des photos à l'appui qui nous montrent que l'ombre du drapeau est dans la direction opposée que celle où elle aurait dû être si, en refaisant le truc en studio, il ne s'était pas trompé en mettant le projecteur à l'inverse de l'endroit où était le soleil dans le truc qu'ils sont censés avoir remonté. Bon, là, ce type de photos qui sont, me semble-t-il, truquées, eh bien, on peut mettre en évidence le fait qu'une photo est truquée. Par exemple, si vous prenez deux morceaux de photo et que vous les recollez, eh bien, vous savez que la focale, le point de fuite, et à moins que la photo était extrêmement bien est pas au même endroit dans les deux morceaux d'image. De la même manière, quand les photos sont photoshopées, il y a même des logiciels qui détectent une photo a été photoshopée, c'est-à-dire au moment où vous photoshopez la photo, vous détruisez une forme de bruit qui est dans l'image, et les images de synthèse ou les images photoshopées sont beaucoup plus nettes et beaucoup plus propres que les images que vous avez fait en réel. Donc c'est vraiment important d'apprendre aux élèves qu'une image aussi peut être fausse. Il n'y a pas de négation dans le langage de l'image, mais il y a des images qui sont fausses, et il y a des montages, il y a des photomontages, il y a des images, des photos de synthèse, des images de synthèse, et ce genre de choses peuvent se détecter, il faut leur apprendre que ça peut se détecter, et il faut surtout leur apprendre à faire des fausses images. Parce que si vous faites vous-même une photo où c'est votre élève qui marche sur la Lune, eh bien vous comprenez qu'on peut tout à fait faire tout un tas de fausses images. À partir du moment où vous avez fait une fausse image par vous-même, vous avez compris que d'autres peuvent le faire aussi. C'est exactement une manière d'éviter que les élèves croient ce qu'ils lisent sur le web, c'est de leur faire faire une page web. Pas forcément une page web où ils disent des choses fausses, mais s'ils ont fait eux-mêmes une page web et qu'ils ont juste marqué coucou, je m'appelle Gilles sur leur page web, ils comprennent très bien qu'ils auraient pu écrire n'importe quoi. Et donc si eux peuvent écrire n'importe quoi, d'autres aussi peuvent écrire n'importe quoi. Donc c'est vraiment la question de l'image et la question de la page web sont vraiment des questions difficiles, mais on peut aussi, elles sont plus difficiles que la question du texte, mais on peut aussi les adresser de cette manière. Ah, j'arrive. Ah. Ah, je suis débordé. Oui, bonsoir. Non, mais j'étais assez intéressé par votre exposé et ça me pose réellement la question de savoir à partir de quand
Et à quel moment on doit en fait se poser la question de si quelque chose est vrai ou n'est pas vrai, parce que dans toutes vos suppositions, on cherchait à démontrer que la chose était fausse. Mais dans la vie de tous les jours, on ne peut pas se poser à chaque instant cette question. Et voilà, c'est ça qui me... À partir de quel moment on rentre dans une phase presque paranoïaque ou obsessionnelle, et à partir de quel moment on est dans une recherche de vérité plus pure. Et je voulais juste rebondir sur une vraie fausse vérité qui est assez répandue par ici, je pense, et qui est assez ancienne. C'est tout le monde connaît l'image en Bretagne de il est interdit de parler breton et de cracher par terre. Je pense qu'elle est considérée comme vraie par la plupart des gens. On la retrouve aussi dans d'autres régions en France, et pourtant, il s'avère que selon mes dernières recherches, ça serait des faux. Alors, je ne vais pas commenter ce dernier point, parce que moi-même, j'étais persuadé que c'était vrai. Alors, j'ai ma fiche photographie. Alors, j'étais... Oui, bon, enfin, quand on vient de le voir, c'est pas parce qu'il y a une photo que c'est forcément... Ah, ben voilà, oui, c'était pour ça. Mais, je peux rebondir là-dessus. Oui. Sur la question de la photo, il y a 2 musées, écomusées bretons dans le 22, qui étaient censés détenir la photo originelle de cette inscription, qui n'ont jamais pu présenter l'original. C'est un chercheur et écrivain breton de Lannion, Fanche Broutique, qui a enquêté là-dessus. Je vous cherche à regarder, je vous laisse regarder. 22, c'est que de l'armoire. J'ai compris. Je ne connais pas bien la Bretagne, je suis quand même allé à l'école. Mais du coup, je trouve que ça pose vraiment la question de savoir à partir de quand Oui. on doit... Mais alors, en fait, j'ai toujours cru que cette histoire d'interdiction de parler breton et de cracher était vraie, parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, je n'ai jamais cherché à savoir si c'était vrai ou si c'était faux. On m'a raconté cette histoire, je la trouve assez idiote. Je pense que les êtres humains sont assez idiots pour faire des choses pareilles, qu'ils l'aient écrit ou pas, finalement, me touche assez peu. Mais vraisemblablement, si j'avais été breton, si j'avais moi-même été victime d'une campagne contre l'usage du breton, j'aurais été plus sensible à cette question, et face à cette même photo, j'aurais cherché moi aussi à savoir si elle était vraie ou si elle était fausse, ce que, pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, je n'ai pas fait, et j'ai consacré mon temps à d'autres choses. Et donc je crois que c'est un peu là la réponse à la première question, c'est-à-dire à partir de quel moment il faut avoir une paranoïa légitime et mettre en doute systématiquement ce que les gens vous disent, et à partir de quel moment il faut finalement faire un peu confiance aux gens parce que ça vous rend la vie tellement plus facile. L'endroit où vous mettez le curseur, l'endroit où vous décidez que le seuil est, c'est vous qui le décidez. Il y a un certain nombre de choses qui vous tiennent à cœur, un certain nombre de choses qui sont importantes pour vous, un certain nombre de candidats que vous ne voulez pas voir salir, un certain nombre de vérités qui concernent votre santé, que ce soit les vaccins, que ce soit l'usage de préservatifs, etc., pour lesquels vous voulez sans doute, pour lesquels la vérité vous est chère, pour lesquels vous êtes prêt à passer du temps pour réfuter des fausses nouvelles, pour lesquels vous êtes prêt à vous investir. Et puis il y en a vraisemblablement d'autres qui vous intéressent moins, peut-être vous êtes moins intéressé pour savoir si dans le sud de la Chine, il y avait un panneau qui disait « Il est interdit de parler cantonais et de cracher par terre ». Peut-être c'est une question qui vous concerne moins, peut-être vous vous dites « Bon voilà, je ne vais pas passer une semaine de ma vie à essayer d'aller dans un musée à Canton pour savoir s'ils ont vraiment l'original de la photo de cette inscription ». En revanche, peut-être, en ce qui concerne le breton, c'est quelque chose qui vous touche et vous avez envie de savoir. Donc ça, c'est vraiment chacun qui décide ce sur quoi les choses importent, quelles sont les choses qui importent et quelles sont les choses qui n'importent pas. Et la réponse n'est pas forcément la même pour tout le monde. Mais peut-être être un tout petit peu plus paranoïaque que ce que nous étions avant que la technologie évolue de manière à permettre à tout un chacun de répandre des fausses nouvelles à la vitesse de la lumière ou à 2/3 de la vitesse de la lumière. Peut-être qu'être un peu plus souvent dans cette attitude de vérification est une bonne chose. Mais un peu, bien entendu, je ne cherche pas à ce que vous soyez tous paranoïaques en sortant de cet amphi. C'est un choix.
Oui, bonsoir. La première question, en fait, c'était plutôt une remarque. Ça concerne, je dirais, le terreau des fake news. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le web, beaucoup de fausses informations, justement, qui alimentent soit des tweets, soit des partages dans Facebook. Et par exemple, il y a beaucoup de théories du complot qui sont énormément relayées, qui s'éteignent jamais. Donc, on va dire, essayer de débattre pour rétablir une vérité, de toute façon, les gens qui alimentent ce genre de conversation ne feront que trouver que c'est un argument pour dire qu'effectivement, il y a bien un complot, puisqu'il y a vraiment des gens qui cherchent à détruire la vérité qu'on est supposé avoir. Donc c'est vrai que la vérité, c'est toujours complexe parce que ça dépend de quel côté on se place. Et la deuxième question, en fait, ça concernait vraiment l'élection aux États-Unis. Vous parliez de ça en introduction. Et il y a l'affaire aussi Cambridge Analytics, Oui. qui, là, on va dire, je trouve, d'une autre ampleur, parce que là, c'est carrément c'est une manipulation. Et derrière cette manipulation, c'est pas exactement peut-être qui sont les auteurs, les manipulateurs, mais là, on va se servir des réseaux sociaux, on va répandre des nouvelles pour atteindre un objectif, et là, c'est quand même une autre échelle. Donc, parce que pour l'instant, dans votre débat, c'était des choses plutôt individuelles, qui engagent la responsabilité de son auteur. Là, on est quand même dans une théorie qui est un peu plus, on va dire, forte, puisqu'on manipule dans des dessins qui se jouent peut-être au niveau des États. Oui. Alors, la première partie de votre question, vous avez évoqué un truc auquel je n'avais pas répondu. Excusez-moi, c'était quoi la première question? Il y a un terreau pour entretenir les théories du complot, etc. Donc il y a toujours des... Oui, voilà. Alors, vous aviez la même question. C'est est-ce qu'on peut éradiquer les fake news complètement? Non. Et de la même manière, il y a une question plus générale qui est est-ce qu'on peut éradiquer le mal de la Terre? Non. Donc l'idée qu'une action vertueuse va rendre le monde parfaitement harmonieux, parfaitement agréable à vivre, c'est-à-dire qu'on aura éliminé tous les crimes, tous les meurtres, toutes les fausses nouvelles, etc., toutes les manipulations. Bon, moi j'y crois pas trop, et plus j'avance en âge, moins j'y crois. Alors peut-être c'est parce qu'il me reste moins de temps pour arriver à ce monde parfait, mais il y a cependant une attitude qui consiste à se battre pour qu'il y ait moins de fausses nouvelles, moins de théories du complot, même si on n'arrive pas à exterminer la dernière. Donc par exemple, ça fait 50 ans, 49 ans que Armstrong et Aldrin ont marché sur la Lune, ça fait 49 ans qu'il y a des gens qui nous expliquent que c'est pas vrai, et ça fait 49 ans qu'ils sont 1 pour 1 million, ou 1% peut-être. Ça fait quand même 49 ans que la majorité des gens pensent que Armstrong et Aldrin ont marché sur la Lune. De la même manière, il y a eu, après un événement qui s'est passé à New York le 11 septembre 2001, un certain nombre de théories qui ont expliqué que non, les tours n'étaient pas tombées, que oui, les tours étaient tombées, mais c'était le gouvernement américain qui avait manipulé ça, que les photos étaient fausses, etc. Donc il y a eu tout un tas de théories qu'on peut qualifier de théories du complot. Je pense qu'il y en aura encore dans 100 ans, il y aura encore dans 100 ans des gens qui vont vous expliquer que cet événement n'a pas eu lieu, mais ces gens sont quand même ultra minoritaires. À part le réseau Voltaire, je crois que les personnes ne défendent encore ce type de théorie. Enfin, peut-être un peu plus que le réseau Voltaire, mais pas beaucoup plus. De la même manière, je crains qu'il y ait encore dans 100 ans des gens pour expliquer que les chambres à gaz n'ont pas existé. Jusqu'à aujourd'hui, ils restent ultra minoritaires, il faut s'en réjouir. Donc il faut continuer à se battre contre ces gens pour qu'ils restent minoritaires, même si on n'arrive pas à faire disparaître ces mensonges. La deuxième question était différente. Cambridge Analytica, c'est pas du tout des fausses nouvelles. C'est quelque chose qui est un processus qui a en commun avec les fausses nouvelles d'être lié à Facebook, mais c'est pas, les fausses nouvelles ne sont pas le seul défaut de Facebook.
un autre des défauts de Facebook, c'est qu'il y a une énorme concentration de données personnelles sur un petit nombre de serveurs, et donc une fuite de ces serveurs, que ça soit une fuite par une attaque informatique, disons, ou que ça soit une fuite parce que bêtement Facebook a donné ces informations à des gens qui en ont fait autre chose que ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient en faire, donc dans le cas c'est de l'ingénierie sociale, et dans le cas c'est de l'ingénierie informatique, est un problème que pose Facebook, qui est un problème qui est finalement analysé par les informaticiens depuis longtemps, sur le fait que mettre les données personnelles de 3 milliards d'utilisateurs dans le même data center, c'est en soi un problème. Et ça, vous savez que c'était en soi un problème avant Cambridge Analytica. Voilà, je peux revenir un jour pour vous parler des données personnelles, de Cambridge Analytica et de l'usage qui est fait, de l'exploitation qui est faite et de la manipulation qui est faite à partir des données personnelles des usagers. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait différent de cette question des fausses nouvelles. L'heure fatidique arrive. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure parce que j'ai oublié. Et la librairie La Lettre T a apporté là des livres de Gilles. Et ceux qui veulent grandir, abonder leur bibliothèque, je sais pas comment vous faites, vous ne savez plus qu'en faire, pardon. Il y a une chose à essayer, comme certains arrivent à faire, c'est d'envoyer les livres que vous ne pouvez plus entasser en Afrique. Il y a des filières, une fois les connaître. Bien, bon, encore une fois, Gilles, merci. J'ai juste une remarque, c'est les 2 heures que nous venons de passer ensemble, me conforte dans l'idée que la diffusion de la culture scientifique est quelque chose d'extrêmement important.